C'est juste un rectificatif que je voulais apporter. Pour revenir à la question de mon frère du Sénégal, c'est normal. Les divorces, c'est toujours douloureux, y compris pour celle qui part ou celui qui part, que pour celui qu'on a quitté. Et nous sommes probablement dans cette dynamique avec la CEDEAO, mais il faut comprendre que la dynamique qui a été enclenchée dans le cadre de l'AES, c'est beaucoup plus sérieux que ça. Ce n'est pas le fait d'avoir une histoire commune qui peut constituer l'argument clé pour revenir à une institution qui elle-même est en train de s'effondrer, qui n'existe presque pas. La CEDEAO, je suis désolé, est sortie de sa trajectoire depuis longtemps. C'est une communauté d'intégration économique. Elle n'est pas créée pour s'occuper des questions électorales. Ça, c'est venu longtemps après, vous le savez mieux que moi. Aujourd'hui, c'est devenu la matière première. Alors, il y a beaucoup de documentation sur ce qui concerne les élections, mais très peu sur la santé économique de l'espace. Et ça, je suis désolé. Tant que ça restera dans cette trajectoire, je ne pense pas que nous puissions avoir notre compte là-dedans. Et on l'a expérimenté, cette solidarité étant à l'intérieur de la CEDEAO, pour comprendre qu'il est plus difficile pour un pays qui est en guerre de s'équiper que pour un pays qui est en paix. Une simple autorisation d'importation de munitions, ça prenait 6 mois. 6 mois, c'est suffisant pour faire disparaître des villages. On l'a vu, on l'a vécu avec la CEDEAO. Rien ne s'est passé, aucune solidarité, alors qu'il y avait la possibilité de le faire pour la santé de l'espace CEDEAO, non pas pour les 3 pays qui étaient l'épicentre de l'insécurité. Donc, je pense qu'il y a un travail sérieux à faire. Et ce qui démontre que cette institution est vraiment mal engagée, c'est qu'elle ne se remet même pas elle-même en cause. Tout ce qui s'est passé depuis, les discours sont orientés sur un retour de 3 pays. Mais la CEDEAO doit revoir et faire son mea culpa et se dire, nous sommes une institution qui a trahi les motivations premières qui ont prévalu à sa création en 1975. Et ça, c'est effectif. Donc, je pense qu'il y a des choses à voir à ce niveau. Et pour venir en complément à ce que Diop disait concernant l'enclavement, je ne parlerai plus d'enclavement à partir du moment où nous avons des voies de communication qui nous amènent jusqu'au port et nous avons un espace aérien. Vous savez, les 3 pays, c'est 2 700 000 km². Et ce n'est pas un espace aérien négligeable. Et ces 2 700 000 km² ne voyez pas cela comme une enclave. C'est une passerelle entre ceux qui ont le port et ceux qui sont au nord. C'est aussi une passerelle entre l'Est et l'Ouest. Donc, voir les pays du Sahel comme des pays pauvres, dont la survie dépend seulement de ceux qui ont accès à la mer, c'est une lecture, à mon avis, à moitié. Il y a cette interdépendance telle que, comme il l'a dit, il n'y a pas de port dynamique sans Interland. Et donc, il faut l'envisager dans ce sens. La survie de nos pays ne dépend pas forcément de cela. On subit une certaine continentalité, oui, mais à partir du moment où nous avons des routes qui quittent Bamako pour aller à Abidjan, ou il y a le chemin de fer qui quitte Ouaga pour aller à Abidjan, une route qui quitte Agadez pour passer par Niamey, Ouaga, aller à la frontière, on n'est pas des pays enclavés comme cela peut laisser transparaître. Nous avons des accès, c'est vrai que c'est beaucoup plus difficile, mais il faut l'envisager sous cet angle. Et à mon avis, ce n'est pas aussi handicapant comme il l'a dit, comme vous le pensiez. Le ministre Aurélien a mentionné quelque chose de fondamental et qui a contribué à souiller aussi l'image de la CEDEAO. Lorsqu'il parle du coup d'État institutionnel, tous ces jeux, comment est-ce que les constitutions ont souffert entre les mains des présidents qui sont quand même acclamés et qui s'illustrent par une certaine malgouvernance, mais qui continuent de modifier les textes qui sont acclamés toujours. Mais c'est quelque chose à laquelle le monde entier a assisté. Aujourd'hui, prenez les régimes qui sont qualifiés de putschistes et autres, allez-y évaluer leur gouvernance comparée à ceux qui sont venus par les urnes.
Il n'y a pas commune mesure. Et là, je rejoins un peu la préoccupation de ma sœur lorsqu'elle veut s'informer sur comment est-ce que la population se sent. Lorsque les populations comprennent que leurs aspirations constituent l'ossature des politiques publiques, elles adhèrent. Et c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Venez au Burkina Faso, 6500 écoles ont fermé en 10 ans du fait du terrorisme. Il y a de cela 10 mois, plus de 1500 écoles ont réouvert leurs portes. Personne n'en parle. Mais quand on nous pose des questions, c'est toujours pour savoir quand est-ce qu'on organise les élections. Plus de 700 000 personnes sont reparties dans leur village. Personne n'en parle. L'Union européenne nous dit qu'on attend de nous de bons signaux. Est-ce qu'il peut y avoir un meilleur signal que 700 000 personnes qui ont vécu dans la frustration pendant 2 ans, dans des camps de déplacés, retournent dans leur champ, reprennent leur boulot? Est-ce qu'il peut y avoir un meilleur signal que ça? La reprise de Kidal a été l'un des plus beaux signaux. Pas même la CEDEAO n'a mentionné quelque chose. On se demande, mais où sont nos indicateurs d'appréciation? Où sont nos repères? Une institution comme ça, vous voulez qu'on y retourne simplement pour aller disparaître? Je pense que les conditions ne sont pas créées et qu'il faut laisser à l'AES de poursuivre sa marche vers une meilleure structuration. C'est celle-là qui permettra à ces pays, vus de loin comme des pays pauvres, mais en réalité qui sont des pays appauvris, laissez-leur faire leur bout de parcours et l'avenir nous jugera, n'est-ce pas mon frère? Voilà, donc c'est ce que je voulais ajouter comme complément. Merci. Merci beaucoup. Ambassadeur Idé. Merci, M. Manservisi. Par rapport à l'intégration, l'AES, nous allons retourner à la CEDEAO ou pas? J'ai mes 2 ministres, ils ont largement répondu à la question. Je n'ajouterai pas un mot. Par rapport à la réaction des peuples, en tout cas au Niger, pour la première fois, on a eu 4 ou 5 coups d'État. Pour la première fois, je suis conscient de ce que j'ai dit, et c'est particulièrement important, je le dis honnêtement. Nous n'avons jamais vu un peuple, le peuple nigérien, se lever pour faire un seul être humain face au changement de régime que celui-ci. Particulièrement après les menaces extérieures, les sanctions, partez au fin fond des villages, on vous dit, mais vous, là, depuis 60 ans, vous nous dites que on a un gouvernement, alors que maintenant, il y a des gens qui ont dit de partir parce qu'ils ont des armes, ils ne veulent pas partir. Les Blancs, là, vous partez au village, les grands-pères vous disent ça. C'est extrêmement important pour dire que cette situation-là a permis aux Nigériens de comprendre énormément de choses. Dans les villages, les gens sont conscients. Les gens sont conscients que, donc si c'est comme ça, ils disent qu'ils ne battent pas, donc c'est chez eux qu'ils sont. Pour vous dire, il ne faut pas penser qu'aujourd'hui, voilà, les gens disent que non, c'est juste les gens de la ville. J'ai échangé avec des partenaires. On dit non, est-ce que c'est pas seulement, monsieur l'ambassadeur, c'est pas seulement la ville? Non, c'est pas seulement la ville. L'extrême majorité aujourd'hui de la population nigérienne est derrière son armée et la recherche de la souveraineté véritable. Surtout la souveraineté sur ses ressources naturelles. C'est un domaine, aujourd'hui, ce n'est pas le moment, mais on vient de commencer à dire qu'on va exploiter le pétrole, mais comment c'est? Déjà, on pense que c'est impossible. Alors que nous, qu'est-ce que nous cherchons? Même avec les partenaires, pour nous, au Niger, ce n'est pas des anciens partenaires, c'est toujours des partenaires. Ils ont décidé de nous sanctionner, ils sont partis. On dit non, depuis 63 ans, nous, pour le moment, on n'a pas garanti l'eau potable à l'ensemble de la population. J'ai dit de l'eau potable. Est-ce qu'on peut continuer à vivre dans cette situation? On ne peut pas continuer à vivre dans cette situation. Voilà, maintenant, par rapport à l'enclavement des pays de l'AES, en tout cas, sur le plan pratique, grâce au Burkina et au Mali, en tout cas, pour le moment, le Niger est ravitaillé. Nous avons nos produits. C'est peut-être un peu plus difficile, mais c'est régulier. En plus de cela, il y a quand même, sur le plan des conventions internationales, un droit de la mer aux pays enclavés. Tout le monde le sait. Quand la CEDEAO a pris sa décision, et que des instances ou bien des regroupements comme l'Union européenne apportent leur appui,
ça veut dire qu'on viole d'une partie cette convention. Je voulais juste répondre à Mme Dallaire. Je n'ai pas dit que l'Union européenne n'apporte pas d'aide humanitaire. J'ai dit le fait que la CEDEAO a pris des sanctions pour fermer les frontières aériennes et terrestres, empêcher tout ce qui est médicaments et alimentation, est une violation du droit international humanitaire. C'est tout ce que j'ai dit. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. Je ne sais pas si M. Fassad